n'a pas tardé, il n'y a pas de retard, hein. Allez, on bascule immédiatement. Et voilà, arrivée triomphante. Elle est toute seule. On nous avait annoncé Team Walls, mais pas de Team Walls. En tout cas, elle est là. Vous entendez cette salle. C'est une salle de 9500 personnes. C'est la plus grande salle. Il n'y avait pas plus grand à Savannah. Et c'est donc là qu'elle fait ce meeting. C'est vraiment, comme je vous le disais, un état clé. Très important donc pour Donald Trump, très important évidemment pour la campagne de Kamala Harris, et on retrouve cet enthousiasme. C'était la visite à Savannah était prévue au lendemain de la sélection de Tim Walz, mais avait dû être annulé à cause des conditions météo. Donc vous voyez, ça c'est assez fou. C'est un gros début. C'est vraiment le nouveau départ de la campagne. On est une semaine après la fin de la convention. La convention s'est terminée jeudi dernier. Kamala Harris et Tim Walz ont pris quelques jours de repos. Ils sont revenus hier sur le terrain avec une tournée en bus de la région de Savannah. On vous a montré certaines images. Et depuis, ça a été du non-stop. Il y aura ce soir, on va vous en parler tout de suite après. On va vous montrer les premières images après de l'interview de Kamala Harris et Tim Walz sur CNN. Lundi, il y aura un meeting exceptionnel à Pittsburgh avec Joe Biden, et à partir de là, c'est du non-stop. Il n'y a plus d'arrêt jusqu'au 5 novembre, jusqu'à la Maison Blanche. Elle commence évidemment à saluer Jimmy Carter. Jimmy Carter, qui est l'ancien président des États-Unis. Je vous rappelle que son petit-fils était venu à la convention en racontant que son père, qui est son grand-père, qui est extrêmement âgé, qui approche les 100 ans et qui est dans un état de santé lié à son âge. Il a expliqué que il tenait le coup, il résistait pour pouvoir avoir l'occasion d'aller voter pour Kamala Harris. So we're here to speak truth, and one of the things that we know, this is going to be a tight race until the very end. Okay? Donc elle dit voilà, on va commencer, on va dire la vérité. La vérité, c'est que ne nous concentrons pas trop sur les sondages. On va parler aussi des sondages tout de suite après son discours. Ne nous concentrons pas trop sur les sondages, et en fait, ce qu'on sait, c'est que ça va être une élection extrêmement serrée, et que donc il va falloir bosser, il va falloir travailler pour gagner en novembre. Et que on va gagner si on met cet effort suffisant. Donc elle démarre la partie biographique du discours en expliquant que elle a cette habitude, cette expérience des combats difficiles, avant d'être vice-présidente, avant d'être sénatrice, avant d'être procureure générale de l'État de Californie, elle a été procureure qui était dans les salles d'audience à la Cour. Et que c'est donc depuis son discours de Kamala Harris for the People. Et elle explique que toute sa carrière, le point commun de sa carrière, c'est qu'elle a eu un seul client, le peuple, parce que quand on est procureur, on représente le peuple.
middle-class families who faced foreclosure. I fought against cartels who traffic in guns, drugs, and human beings. And I stood up for veterans and students being scammed by big for-profit colleges. Donc elle fait le tour de son bilan et vous entendez les réactions à chaque fois, le tour de son bilan lorsqu'elle était procureure en Californie, le fait qu'elle elle a poursuivi les grandes banques, elle a poursuivi les compagnies qui profitaient de la faiblesse des locataires, etc., etc. We fight for a future with affordable child care, paid leave, and affordable health care. Donc c'est à la fois son discours, c'est un appel à la middle class et à l'Amérique de demain. Elle s'inscrit vraiment dans cette proposition aux Américains. Ce matin, j'ai vu passer un sondage où 70% des Américains ont quand même une vision optimiste de l'avenir en disant que le meilleur reste à venir. Et donc c'est vraiment son discours positif en disant voilà, il faut reconstruire, il faut s'attaquer aux inégalités aujourd'hui pour construire cette Amérique. Ce qui est évidemment en décalage avec la campagne de Trump qui décrit une Amérique au bord du précipice, au bord du chaos, et en expliquant qu'il faut retourner à l'Amérique d'avant, Make America Great Again, et donc c'est sa volonté de dire voilà, il faut aider à la fois les petits propriétaires, les Américains qui sont étouffés par leurs dettes médicales, il faut aider faire baisser le coût de la vie, que ce soit en termes de prix d'alimentation, mais aussi de prix des loyers ou de l'accession à la propriété. And when I am president, I will take on the bad actors who exploit a crisis to rip off consumers on everyday items. Donc elle promet de s'attaquer aux entreprises qui arnaquent les consommateurs, les citoyens américains, les étudiants, les personnes qui veulent acheter des médicaments. Lorsque vous allez faire vos courses, il y a en ce moment un hearing qui est mené, une audition pour justement que deux grands groupes de supermarchés s'unissent aux États-Unis, Albertson et Kroger. Et dans ces auditions, une des responsables de Kroger a reconnu publiquement, ça s'est passé hier ou avant-hier et on n'en a pas vraiment parlé, mais elle a reconnu publiquement que Kroger, donc qui est l'équivalent, si vous voulez, d'un Carrefour, avait volontairement exagéré la hausse des prix en utilisant l'excuse de l'inflation, entre autres sur des produits de première nécessité, le lait, les œufs, pour enrichir les actionnaires. Et donc Kamala Harris a promis de s'attaquer à ces phénomènes en installant la première loi fédérale qui lui permettrait de lutter contre ce qu'on appelle ici le price gouging, donc cette explosion des prix de manière complètement abusive. Merci d'être aussi nombreux, hein, merci d'être au rendez-vous. Et donc elle dit que tout ce qu'elle va faire, qu'elle va construire, c'est avec l'intérêt en tête des classes moyennes, middle class, en expliquant que de toute manière, elle vient de ce milieu-là, que c'est un milieu qu'elle connaît. Donc elle dit voilà, je vous rappelle ça maintenant, on a vraiment du boulot à faire, parce que Donald Trump, lui, il a un plan complètement différent. Et donc là, évidemment, c'est la référence au projet 2025. On a une vidéo qu'on va essayer de vous mettre un peu plus en avant, parce que je sais que des fois c'est difficile de trouver avec tout notre contenu. On a plus de 300 vidéos, on vous a fait une vidéo dès le mois d'octobre sur les secrets
du projet 2025, non seulement en termes de pouvoir, mais aussi en termes de limitation des libertés individuelles et d'enrichissement encore plus des milliardaires américains. It will cost a typical American family nearly $4,000 a year. Donc elle explique que, en citant des chiffres d'économistes, que le plan de Donald Trump coûterait chaque année à chaque famille américaine 4000 dollars de plus. Et que il a en plus, il a dit, il a l'intention de revenir sur tout ce qui est assurance sociale sous la forme de l'Obamacare. We are not, we're going forward. Et donc, vous voyez, ça c'est un moment habituel dans les slogans de Kamala Harris, c'est lorsque la foule dit "We are not going back", we're not going back, elle dit oui, on va aller de l'avant parce qu'elle dit, la raison c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Souvenez-vous à quoi ressemblait la situation il y a 15 ans lorsque vous n'aviez pas Obamacare et qu'en fait c'est une réalité. Nous on a découvert les États-Unis à ce moment-là et ça a été un choc en arrivant depuis l'Europe où en fait les assurances privées avaient tout le pouvoir de dire, vous payez, ça vous coûte extrêmement cher tous les mois, beaucoup plus cher que ce que vous pouvez payer en charges sociales en France sur le sujet. Et en plus de ça, c'est nous qui allons prendre la décision à la fin de dire est-ce qu'on vous rembourse ou pas vos soins médicaux en expliquant que, par exemple, ah ouais, mais là vous avez un cancer, mais nous on considère que ce que vous avez fait il y a 10 ans, ça fait que on va pas vous rembourser. Et donc cette explosion de la dette médicale avec des notes dans les hôpitaux de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions par moment. Et donc, elle dit, ça, c'était l'Amérique d'avant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir à cette Amérique-là. On doit continuer à aller de l'avant. Donc là, maintenant, elle évoque la Cour suprême, qui va être un enjeu extrêmement important. Je vous ai raconté il y a quelques jours que lorsqu'on regarde l'âge de plusieurs des membres de la Cour suprême, on peut imaginer que dans les 4 prochaines années, donc le prochain président des États-Unis, qu'elle soit Kamala Harris ou Donald Trump, vont être en position de peut-être renouveler 3 voire 4 juges. Donc c'est vraiment la majorité de la Cour suprême qui va être en jeu avec cette élection. Évidemment, elle revient sur ce qui s'est passé grâce aux juges nommés par Donald Trump en termes de droit, de liberté de disposer de son corps et de fin de la provision Roe v. Wade qui garantissait un droit fédéral à l'avortement. Oui, Daniel, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour une petite parenthèse pendant ces applaudissements, quand le discours sera terminé, si vous avez des questions en général de politique américaine de cette élection, ça sera le moment de les poser. On va passer un petit moment ensemble. Donc elle détaille des projets qui sont écrits. Hein, le projet a été en ligne pendant très longtemps, il a été sauvé, vous pouvez aller le chercher, 925 pages qui sont dans le projet 2025. Trump essaye de s'en distancier, mais il y a plus de 80 des rédacteurs de Project 25, 80% qui ont travaillé pour lui. Il y a des vidéos de formation, il y a eu des meetings entre Trump et le directeur du Project 2025. Il y a eu des déclarations de Trump avant que ça devienne embarrassant, qui expliquent la nécessité de cette création d'un coordinateur national pour vérifier au niveau des États ce qui se passerait ce qui se passe au niveau des États, au niveau des fausses couches et des avortements, pour voir si c'est une vraie fausse couche ou est-ce que ça a été un avortement déclenché de manière illégale. C'est une liberté importante. Donc il y a eu apparemment un petit incident, ce sont des choses qui arrivent
avec quelqu'un dans la foule qui vient exprimer sa liberté d'expression. Premier amendement, et comme c'est dans tous les meetings politiques, c'est aussi le cas dans Trump, en fait la foule couvre le bruit avec tout ça. Let me just say something. Hold up for a second. Let me just say something. Donc là, elle sort de son discours. Alors, on n'est plus dans le prompteur, là. Donc, elle dit, on combat pour la démocratie et tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. Et donc, elle revient, c'était des manifestants pro-palestiniens en disant, justement, sur le sujet, je profite, Kamala Harris est en train de faire une petite parenthèse, et elle explique que Joe Biden et elle-même travaillent d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour trouver un deal qui passe par la libération des otages et un cessez-le-feu. There is a full-on assault on hard-fought, hard-won freedoms and rights, including the freedom to vote, the freedom to be safe from gun violence. Donc elle est obligée encore une fois d'interrompre son discours. Oui, Maxence, elle fait aussi des petites parenthèses, elle est obligée, on entendait des bruits derrière de personnes en train de crier des slogans. Donc elle est en train de faire le tour des attaques qui sont faites sur la liberté d'aimer, qui on veut, la liberté de vivre dans un monde sans pollution, la liberté. Led the fight for freedom. Now, Savannah, the baton is in our hands. Donc elle dit voilà, il y a des générations avant nous qui ont combattu pour la liberté. Le relais a été passé, nous a été passé. C'est à notre tour de se battre pour cette liberté. Évidemment, on revient sur la liberté du droit de vote, qui est un sujet encore complexe aux États-Unis avec des limitations de droit de vote. Et donc évidemment aussi, et ça évidemment c'est une énorme différence avec Donald Trump, le fait que la liberté de ne plus être exposé à la violence des armes, avec donc des lois qui permettent de faire que ça soit moins facile d'acquérir des armes. Donc l'élection, cette élection, c'est pas 2016 et 2020. C'est vraiment des enjeux beaucoup plus importants. En fait, en 2024, les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Donc elle revient sur le dernier arrêt de la Cour suprême et le fait que, d'une certaine manière, c'est une interprétation, ça mériterait une longue explication que je n'ai pas le temps de faire là maintenant. Que donc ça permettrait à Donald Trump d'être impuni, d'avoir cette impunité totale. Non, pas de requin et pas de batterie électrique pour l'instant. Imagine what that means when you consider he has openly vowed that if re-elected on day one, he will be a dictator. That he would end the independence of the Department of Justice. Donc elle revient sur les déclarations de Donald Trump lorsque par exemple il a dit qu'il serait dictateur pour la première journée, dès sa première journée, qu'il reviendrait sur l'indépendance du département de la justice pour l'utiliser pour se venger.
terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal. Donc elle revient sur des messages de Donald Trump lorsqu'il a dit que lorsqu'il y avait des lois, on lui faisait remarquer que certaines lois existaient et qu'il avait dit une ou deux fois ou écrit sur Truth Social qu'il fallait revenir peut-être sur la Constitution. Elle dit si quelqu'un veut revenir sur la Constitution, il ne doit surtout jamais se retrouver à la présidence. Donc maintenant la partie patriotique du discours, on aime notre pays. On aime les États-Unis, donc ça c'est quelque chose de nouveau chez les démocrates, cette revendication patriotique d'avoir repris ce thème à la droite américaine. Georgia, for the past 2 election cycles, voters in this very state, you who are here, have delivered. You sent 2 extraordinary senators to Washington, D.C. Donc elle revient sur les élections de 2020 lorsque la Géorgie, pour la première fois, a envoyé des sénateurs démocrates, ce qui a permis aux démocrates d'avoir une majorité relative au Sénat. Elle revient sur le fait qu'en 2020, la Géorgie a permis à Joe Biden et à elle-même de se retrouver à la Maison-Blanche. Et donc elle leur demande encore, allez-y, elle leur demande à nouveau de refaire ce qu'ils ont fait en 2020, de do it again, do it again. Let's do it again. Donc elle demande, Savannah, est-ce que vous êtes prêts? Donc Savannah, c'est la ville où se déroule ce meeting. Est-ce que vous êtes prêts à faire entendre vos voix? Est-ce que vous croyez en la liberté, à l'opportunité? Est-ce que vous croyez à la promesse de l'Amérique? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour tout ça? Et quand on se bat, on gagne. Lorsque l'on bat, on se gagne. When we fight, we win. Hein, ça fait partie de ces phrases incontournables des discours de Kamala Harris. We are not going back. Et puis cette phrase, donc when we fight, we win. When we fight, we win. Donc inciter la foule à aller voter. Donc voilà, je sais que c'est des horaires un petit peu particuliers. C'est aussi lié, pour rien vous cacher, à des conditions de sécurité. C'est-à-dire que dorénavant, peut-être c'était déjà le cas, mais je ne pense pas avant la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Dorénavant, il y a une fourchette qui est communiquée aux médias en disant voilà, elle va parler de telle heure à telle heure. Et donc là, on était au tout début. La manière dont on pensait que ça allait se passer, c'est qu'on allait avoir d'autres intervenants. Et puis, après Kamala Harris, avec Tim Walz, là, finalement, on a eu Kamala Harris de manière immédiate. Regardez d'ailleurs l'affiche où Tim Walz était aussi là. Donc voilà, c'est ce qui rend l'exercice un petit peu compliqué, mais l'essentiel est là, l'honneur est sauf. On ne vous a pas fait rater Kamala Harris, donc qui s'est exprimée en Géorgie. On va faire une pause de 2 secondes et puis on va revenir sur cet événement-là. On va revenir, ne quittez pas, l'émission n'est pas terminée, on a plein de choses pour vous. On va vous montrer, elle est dans quelques heures, elle va être en direct sur CNN pour une interview avec Tim Walz. Nous avons les premières minutes avec une déclaration de politique intérieure extrêmement importante, une intention extrêmement importante de Kamala Harris qui va avoir des effets sur le scrutin de novembre. Donc on va en parler dans quelques secondes. On va évidemment revenir sur le scandale de Arlington. On a aussi plein de nouvelles. Voilà, c'est une édition spéciale de la chute. À tout de suite.
Voilà, nous revoilà pour cette édition spéciale. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Je sais que c'est un horaire un petit peu particulier. En tout cas, c'est bien parce que ça a commencé un petit peu plus tôt que ce qu'on craignait. Donc merci d'être là depuis l'Europe. J'ai vu tout à l'heure que Cody a fait un appel. C'est toujours formidable de vous voir aussi nombreux à travers la planète. Beaucoup de monde d'Afrique. J'ai vu passer Djibouti, j'ai vu aussi passer Haïti, j'ai vu passer, je pense aussi à nos amis de Congo-Brazzaville qui sont là très souvent au rendez-vous. Évidemment, beaucoup de monde en Europe, beaucoup de monde au Québec, aux États-Unis. Formidable de vous retrouver. Merci Jacques, Antoine, trop fort ce direct. Bah oui, en fait, ça nous force un petit peu à inverser le programme, mais c'est pas grave. On a vu le discours, on va le décrypter, on va en parler, on va voir le premier extrait de l'interview de Kamala Harris sur CNN avec Dana Bash. On va vous faire une vraie émission et puis surtout, c'est l'avantage de ces directs, nous sommes entre nous. On prend du temps et donc si vous avez, salut Olivier, Abu Dhabi, le Bénin, donc si vous avez des questions sur l'élection américaine, on va parler sondage, on va parler plein de petites choses, si vous avez des questions sur l'élection américaine, c'est le moment de les poser, principalement, évidemment, je vais un petit peu surveiller ce qui se passe sur mon compte Twitter, mais principalement sur le chat, hein. Si vous êtes pour la première fois parmi nous à nous regarder, merci de votre confiance, venez sur YouTube, inscrivez-vous à la chaîne parce qu'il y aura d'autres directs comme ça. Lundi, nous allons tenter de vous faire vivre le premier meeting entre Joe Biden et Kamala Harris ensemble, à un moment, une passation de relais ensemble. Donc Joe Biden va venir en tant que président pour apporter son soutien à Kamala Harris, donc ça va être un moment extrêmement important. Donc voilà, c'est pour ça, il y aura le débat. Et oui, on va en parler tout à l'heure, tiens, du débat avec des nouvelles informations. Le débat du 10 septembre qu'on va aussi vous faire vivre en direct, avant, pendant, après, en français et dans le contexte. Donc c'est pour ça, abonnez-vous. Cody vous a dit, j'ai perdu le compte, que nous approchons les 23 000. Donc allez-y, abonnez-vous, cliquez sur la notification. C'est formidable. Merci encore une fois de votre soutien émission après émission. On va revenir quelques minutes pour vous faire vivre un petit peu mieux l'ambiance que ces images qu'on a vues qui sont toujours en plan serré. Malheureusement, ce sont des salles qui souvent ne sont pas prévues pour des événements télévisés avec plusieurs caméras, etc. Donc c'est pour ça que souvent il y a un voire deux angles de vue. Je vous l'ai dit, c'est une salle de 9500 personnes, c'était une salle qui était complète. Vous avez entendu le bruit lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a fait le tour de ses slogans, lorsqu'il y a eu des interventions de manifestants pro-Palestine. Elle a rappelé ce que je vous disais, qui était un point extrêmement important, le fait que nous sommes en démocratie, on se bat pour la démocratie et tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue, hein. C'est le fameux point du premier amendement de la Constitution. Donc voilà, et donc ça c'était la salle une heure avant l'arrivée de Kamala Harris qui commençait à se remplir. Je veux vous montrer aussi à l'extérieur, que pour vous compreniez le challenge que ça représentait d'avoir ces 9500 personnes aujourd'hui, c'est que les conditions météo en Géorgie, comme toujours à la fin de l'été, sont terribles. Des orages, des pluies diluviennes en permanence, et donc on va voir cette file d'attente à l'extérieur de la salle où on voyait justement des personnes attendre parapluie à la main pendant des heures sous la pluie. So outside the Ed Market Arena in Savannah, Georgia, it can hold 9,500 people. You have lines and lines of people lining up all the way down here. It's been raining, thundering the last hour. And you have more people outside here waiting to get in. Still 3 hours out from Kamala Harris and Tim Walz taking the stage in Savannah.
Donc voilà, l'impact, on a des photos à vous montrer justement, elle est arrivée hier en Géorgie avec Tim Walz et ils ont fait le tour et souvent je vous ai raconté lorsque elle venait très souvent en tant que vice-présidente par exemple au Nevada ou avant même de se retrouver candidate dans les dernières 2 années, elle avait fait 7 voyages ou lorsque Joe Biden faisait tous ces voyages régionaux pour aller faire des inaugurations de projets dont sa politique avait permis de financer. Je vous ai toujours expliqué que c'était quelque chose d'extrêmement important. Ça ne permettait pas d'avoir beaucoup d'attention au niveau national, on n'en parlait pas forcément lorsque Kamala Harris venait faire par exemple un discours dans une université de Las Vegas pour les filles sur le droit de l'avortement, CNN n'en parlait pas. D'accord, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais dans la réalité, c'est que ça avait un impact local extrêmement important. Et cette tournée-là, c'est pareil. Je vais vous montrer la une ce matin. Donc c'était avant le discours d'aujourd'hui. Ça veut dire que la une de demain, ça sera sur le discours. Et donc la une du Atlanta Constitution Journal, qui est le plus grand quotidien de la Géorgie. Géorgie, État clé crucial. La une était consacrée à l'arrivée de Kamala Harris. Ça veut dire que la une de demain, vendredi, va être consacrée au discours et samedi, on va revenir sur les analyses du discours, les dessous, comment ça s'est passé, les chiffres qui vont avec, etc., etc. Ces événements-là, locaux, ces discours ont énormément d'impact parce qu'ils permettent de générer ça. Donc là, c'est un exemple de presse écrite, mais c'est pareil au niveau de la télévision régionale. C'est une différence aussi entre l'Europe, la France plus particulièrement, que je connais bien, et les États-Unis, où, par exemple, imaginez que vous regardez TF1 ou France 2, et d'un coup, de 18h à 20h avant de retourner, de 18h à 21h avant de retourner au film du soir. C'est 3 heures d'antenne. Ce n'est plus TF1 à Paris qui les fait, mais c'est, si vous êtes en Bretagne, c'est l'antenne de Bretagne qui fait ça, ou c'est l'antenne de Bretagne si vous êtes dans la région PACA, l'antenne régionale de la région PACA, et donc qui vont couvrir l'actualité de ce qui se passe dans cette région-là. Et donc ça veut dire que dans les horaires de prime time, donc les horaires les plus importants, le matin avec les émissions matinales et la pause de midi avec les informations et la météo, la circulation, etc., c'est du décrochage régional et c'est le moment où on parle de tout ça. Et donc c'est vraiment cet impact. Il y a un autre aspect que je voulais mettre en avant et après on va partir sur peut-être la raison. Thomas, j'ai une idée, d'un coup j'étais en train de parler, ça m'a frappé de peut-être pourquoi le discours a commencé en avance. Donc, vous avez vu cet enthousiasme, et cet enthousiasme est important. Demain, nous aurons une émission spéciale avec Jean-Marc Léger qui va nous livrer son dernier sondage, premier sondage fait par l'Institut Léger après la convention démocrate. Et donc, on va voir qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui. Les sondages ne sont pas un outil prédictif, hein. C'est un instantané du moment. Il ne faut pas dire, tiens, on regarde les sondages, ça va se passer pareil en novembre et après dire, ah ouais, mais ils se sont trompés. Non, ce n'est pas le but d'un sondage. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui correspond à peu près au résultat de l'élection de 2020. Au résultat de l'élection de 2020. Et ce qui a fait la différence en 2020, c'était l'enthousiasme, c'est le nombre d'Américains qui sont allés se déplacer. Donc c'était l'enthousiasme à aller voter pour Joe Biden contre Donald Trump. Et aujourd'hui, on voit que l'enthousiasme des démocrates pour aller voter, il est aussi fort pour Kamala Harris qu'il était, on s'en doutait, en 2008 pour
voté pour Barack Obama. Et ça, c'est un signe très positif pour Kamala Harris. C'est un petit peu ce que nous racontait Claire hier, si vous n'avez pas vu notre émission d'hier, qui était vraiment formidable, où elle était justement dans ces meetings, elle était à la convention démocrate à Chicago, et nous racontait que c'était la naissance d'un mouvement. Et donc, la naissance d'un mouvement, elle se traduit par cette courbe-là. Il n'y a eu, à part l'élection 2008, il n'y a jamais eu autant de démocrates qui sont enthousiastes pour leur candidat et qui sont prêts à aller voter pour lui. Vous voyez que Donald Trump est en difficulté. C'est-à-dire qu'on voit qu'en 2020, il y avait plus de monde qui était enthousiaste pour voter pour Donald Trump et il y en a moins maintenant. C'est-à-dire qu'on voit, grâce à ces chiffres-là, qu'il y a une crise au niveau du Parti républicain. Il a le soutien massif et sans aucun doute de sa base, mais il y a une partie des républicains qui ne sont pas derrière lui. Si ces républicains, et on va en parler dans quelques secondes, basculent pour Kamala Harris, ça sera une chute énorme pour Donald Trump. Je vais vous expliquer d'après moi quand ça peut se passer et si ça va se passer. Et donc voilà, donc c'est vraiment un élément extrêmement important de cette élection. Et donc lorsqu'on vous montre ces images de ces meetings, ça sert aussi à juger pour ça. Ne vous dites pas que c'est juste « Ah ben tiens, ce sont des gens, ils sont en train d'être contents, etc. » Non, ça veut dire que ces gens qui ont cet enthousiasme d'avoir fait la queue, qu'on vous a montré pendant des heures sous la pluie pour pouvoir venir dans cette salle et écouter Kamala Harris pendant 20 minutes, ce sont des gens, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont faire ce travail qu'on leur demande de faire, que Michelle Obama leur a dit en « do something ». Ils vont aller taper aux portes et ils vont s'assurer que leur famille, que leurs amis, que leurs voisins sont inscrits sur les listes électorales et iront voter. Ils vont envoyer des cartes postales dans tous les États-Unis en rappelant à des électeurs que c'est le moment d'aller voter. Donc voilà, cet enthousiasme, c'est pas simplement pour de l'image, c'est extrêmement important pour l'élection des États-Unis. Et donc je vous disais que j'avais une idée de peut-être, on ne le saura jamais, de peut-être pourquoi Kamala Harris est intervenue plus tôt que prévu. On va voir le programme que la salle avait posté ce matin en expliquant que les horaires étaient approximatifs. Donc ça devait commencer à 14h30. Finalement, ça a quasiment terminé à 14h30. Et donc, il recommandait aux gens d'arriver à partir de 14h, heure de là-bas. Donc, 5h30 sur la East Coast, c'est à peu près l'heure où ça a terminé. Alors, c'était annoncé que ça devait commencer. Il y a des questions de sécurité, mais je pense qu'il y a aussi autre chose. On fait une petite pause. Et oui, c'est du teasing. On fait une petite pause et je vous explique tout de suite après, d'après moi, ce qui s'est passé. Voilà, nous revoilà. Merci d'être au rendez-vous. C'est une édition spéciale de la chute. Merci d'être aussi nombreux. Merci aussi à celles et ceux qui sont déjà passés par Super Chat, Super Stickers. Merci depuis Montréal de Marie-Claude. Merci beaucoup. Je suis la trame sonore de temps en temps et nous rythmons les Raymond parfaitement son quotidien, merveilleusement. Ben, c'est formidable. Merci beaucoup pour le message. Il fait autant plaisir que la contribution. Merci beaucoup à Monsieur Val. J'ai vu aussi, voilà, Marie-Laetitia qui propose pour le goûter de Cody. Non, Cody, il est à jeun, là. Il ne mange rien aujourd'hui parce que, on le sait, demain matin, c'est la première étape du Donut Challenge pour Cody. Sa mission Donut, donc ça fait 2 jours qu'il se prépare. Il est sec, il est affûté, il a les muscles tendus, il est prêt. Il est prêt, donc on va pas venir lui... mais on va garder le super chat, Marie-Laetitia, pour un des prochains donuts parce que la quête
pour rien vous cacher, la quête du donut, du meilleur donut, le donut, c'est devenu une pâtisserie de luxe ici à Las Vegas. On vous racontera tout ça. Merci Alpha pour ton super sticker. Merci également à une fidèle parmi les plus fidèles. Johan me suit sur X depuis très très longtemps, avant même, je pense, la création de la chute en 2020, qui nous remercie de nos informations ultra, je sais plus quoi, mais elles étaient ultra dans tous les cas. Thomas il passe trop vite, hein, il me met sous tension, vous le sentez, hein, c'est un producteur et un réalisateur, ça ne rigole pas, des informations ultra pertinentes. Et là il y avait un message que j'ai même pas eu le temps de lire, donc le message est de Diane et qui dit: allez-vous nous présenter votre carte électorale révisée? Oui, samedi. Rendez-vous pour une édition spéciale de la chute consacrée au baromètre avec une tonne d'informations. Donc samedi, sauf s'il y a une breaking news majeure qui nous oblige à changer le programme. Mais enfin, ça fait plusieurs semaines que je prépare cette émission et donc elle est prévue pour samedi à 20h, heure française, 14h. 14h au Québec, ça va être assez fou. Je vais vous partager plein de nouvelles informations démographiques, de bases de données, et on aura une vue assez précise de ce qui pourrait être, d'après moi, la carte électorale après le 5 novembre prochain. Ouais, exactement. Coach Pius, après, va venir s'occuper de toi, Cody. Pas de problème. Cody, t'as de la chance. Voilà. Coach Pius, il sait ce qu'il fait. Harry, en tout cas, merci de ta fidélité. Harry de Québec. Je parle ici de Québec, la ville, hein, pour les Français qui se demandent. Donc, je vous disais, je pense que j'ai une explication. Nous étions en Géorgie. Et pendant ce temps, à Thomas, la carte, pas la carte électorale, la carte normale. Donc nous étions en Géorgie, hein, vous allez le voir, au sud-est des États-Unis, et pendant ce temps, dans un autre État clé, dans le Michigan, donc la région des lacs. Au moins, vous avez appris la géographie des États-Unis avec cette émission. Vous êtes déjà incollable en droit constitutionnel américain. Donc maintenant, le cours civilisation américaine se poursuit et donc on est en classe de géographie. Dans le Michigan, région des lacs, donc cette fois-ci nous sommes dans le nord-est des États-Unis, Donald Trump était également en meeting. Je vous ai choisi 2 extraits de ce meeting-là, un qu'on va garder un petit peu plus tard. Demain matin, dans Maintenant Matin, on va revenir sur ce qui est d'après moi l'accusation, l'attaque la plus folle, la plus ignoble lancée par Donald Trump contre Tim Walz. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intéressant que Donald Trump passe son temps à s'attaquer au candidat à la vice-présidence. Ce qui veut dire que il a sûrement des informations en interne, grâce à des enquêtes, grâce à des panels, etc., que l'effet Tim Walz sur le ticket, principalement, je vous rappelle, il est gouverneur du Minnesota, donc vous voyez le Minnesota qui est à l'ouest du Wisconsin, donc il doit avoir des chiffres qui montrent qu'il y a un véritable effet de Coach Walz dans ce ticket-là et dans cette élection, parce que aujourd'hui, il a fait la pire des attaques. Donc ça, je vous la montrerai demain matin, dans Maintenant Matin. J'ai pas eu le temps de vous la sauver, c'est pour ça, mais c'est assez ignoble. Donc je vous ai sélectionné 2 extraits, on va en garder un deuxième plus tard. Je vais vous montrer le genre d'attaque. On est tout au début de ce meeting, c'est un meeting soi-disant sur l'économie, et le problème de Donald Trump, c'est que il a du mal à rester sur les sujets. Au bout d'un moment, il commence à s'ennuyer. Donc, il a attaqué Kamala Harris sur un thème que sincèrement je ne pensais pas voir venir. Et ce thème que je ne pensais pas voir venir, c'est le fait que il explique que personne connaît Kamala Harris, personne connaît Harris, que personne connaît la vice-présidente, contrairement à son vice-président qui est J.D. Vance. Je mets au défi les Américains de dire avant
la campagne qui était J.D. Vance. Maintenant, ils le savent, hein, c'est le mec weird qui a des trucs pas très clairs avec les fauteuils et qui ne sait pas commander les donuts. Hein, Cody, lui, ne sait pas commander les donuts. Toi, j'espère que tu le sais. En tout cas, on va du coup regarder ce moment de Donald Trump où il attaque Kamala Harris. C'était dans le Michigan quelques minutes avant le discours en Géorgie de Kamala Harris. And nobody really knows her. They were doing something, the man on the street, they said, you know Harris? Everyone's saying, who the hell is Harris? Nobody knows who Harris is. What's the vice president's name? They have no idea what the name is. Now, the name Kamala it's a little complex because there's about 19 different ways of pronouncing it, right? But Kamala is, at least it's a name you sort of remember. You can't use Harris because nobody knows who the hell Harris is. Who's Harris? We want somebody they know, and one of the reasons they don't know, she did a lousy job. She was. Bon, voilà, qui est Harris? Bon, on est dans le même délire habituel qui est la tentative encore une fois, il y a tentative de déshumaniser Kamala Harris, la volonté de mal prononcer son prénom. Il s'en moque, son prénom, il y a 19 manières de la prononcer. C'est pour dire, voilà, c'est vraiment la pire des choses. Elle ne mérite même pas votre considération, et la preuve, les Américains ne la connaissent pas. On a vu aussi le bandeau, on était sur une chaîne pro-Trump qui a expliqué que Donald Trump qualifiait Kamala Harris de marxiste, ce qui fera rire s'il y en a parmi vous des vrais marxistes, et de savoir que Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, est maintenant qualifiée de marxiste. Enfin, je veux arriver à ce point extrêmement important. Je pense que Kamala Harris est venue sur scène parce que Donald Trump était en train de parler. Pourquoi? Parce que pendant la pause, j'ai vu, en suivant les différentes chaînes sur mon ordinateur, je ne regarde pas les matchs de foot, que Fox News, qui passait en direct le meeting, écoutez bien, parce que si c'est ça, il va y avoir du ketchup, mais il va y avoir une overdose de ketchup. Fox News passait en direct le meeting de Donald Trump. Et quand Kamala Harris est arrivée sur scène, Fox News a arrêté de passer le meeting de Donald Trump pour passer celui de Kamala Harris. Donc, ce qui veut dire que sa venue, peut-être plus tôt que prévu, au tout début de ce programme, alors que d'habitude elle vient à la fin, a fait que ça a forcé la main à Fox News, qui avait annoncé, comme nous, qu'ils auraient le meeting de Kamala Harris. C'était un meeting extrêmement important. Géorgie, premier discours avant la convention démocrate. Et donc, le fait d'avoir avancé ce meeting-là, ça a forcé Fox News d'enlever l'antenne à Donald Trump. Et donc, Fox News a passé l'intégralité du discours de Kamala Harris, et à la fin ils se sont dit bon, on va aller voir si Donald Trump était là. Il était toujours là, en train de parler, donc ils lui ont repassé 5 minutes à la fin, mais résultat, et entre autres sa conclusion où il a expliqué que si vous n'alliez pas voter pour moi, honnêtement je vous le dis les amis, je cite Trump, vous êtes finis, notre pays est fini, c'est la fin des États-Unis, c'est la fin du monde. Donc on est toujours, d'un côté vous avez vu cette espèce de vision enthousiaste en disant on va construire un meilleur avenir, on est un pays qui avance, etc. etc. Du côté de Donald Trump, c'est moi ou l'apocalypse. Et donc voilà, donc l'effet de cette arrivée, je ne sais pas si c'est lié, mais dans le combat qui oppose en ce moment les deux campagnes sur tous les terrains, sur le terrain des réseaux sociaux, sur le terrain des discours, sur le terrain des chaînes de télévision, je ne serais pas étonné que la décision de faire venir Kamala Harris plus tôt a été de faire cette humiliation pour Donald Trump. Je vous rappelle que c'est une différence de ton entre la campagne Biden et maintenant la campagne Harris. C'est ce ton beaucoup plus agressif,
de la campagne Harris qui, profitant de l'insolence de sa jeunesse, n'a pas peur d'aller appuyer là où ça fait mal. On va le voir dans le cadre du débat par exemple, et donc je pense que c'est ça. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve, c'est promis, avec les premières images de l'interview de Tim Walz et surtout Kamala Harris sur CNN. À tout de suite.